Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 191. Aujourd'hui, on va faire le triste bilan des chutes arrivées dans le peloton ces derniers temps. On va parler aussi des chicanes de Paris-Roubaix. On verra les actualités et les nouveautés, ainsi que les résultats. Allez, on y va! Pourquoi tant de chutes en ce début d'année? On a vécu ces dernières semaines une véritable hécatombe parmi les coureurs du peloton avec des traumatismes très graves et beaucoup de coureurs en arrêt pour convalescence. La liste est très longue, mais on peut parler de Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Jevine, Stef Kras, Sean Quinn, Jasper Stuyven, Lennart Kamna, Lizzie Denan ou même Marlene Reusser. Et ce n'est qu'une partie de ceux qui ont chuté et qu'une partie de ceux qui sont blessés. Les chutes sont vraiment très graves en ce début d'année et on va essayer de voir ensemble quelle peut être la cause. Les chutes sont arrivées en course, elles sont arrivées en entraînement, en reconnaissance. Elles sont très variées, que ce soit, on ne peut pas mettre en cause les conditions météo ou vraiment un facteur principal. Une chose est sûre, c'est qu'on voit que les vélos sont de plus en plus rapides, mais avec des freins qui fonctionnent de mieux en mieux et des pneus de plus en plus larges. On a vu sur Paris-Roubaix des pneus en 32 mm. On peut dire que c'est quand même beaucoup plus sécurisant et on a beaucoup plus d'adhérence qu'avec les vieux boyaux de 23 mm. Ça, c'est certain. On ne peut pas dire non plus que les routes ne sont pas protégées. On voit que les organisateurs de courses mettent des signaleurs avant les dangers, comme cela se fait depuis des années. On voit des panneaux virages dangereux, comme sur le Tour du Pays Basque, justement sur le virage où tout le monde est tombé. De ce côté-là, on a quand même de la prévention. On voit aussi que l'UCI, avec leurs règles qui sont quand même assez souvent commentées et qui font quand même polémique, mais essaie de garantir la sécurité des coureurs avec des positions dangereuses interdites, comme Matej Mohoric, avec les avant-bras dans le vide, ou même la position très en avant dans les descentes. On voit aussi que les guidons trop étroits, avec les cocottes trop rentrées, sont aussi interdits. Tout ça, ça va dans le sens de la sécurité des coureurs. Ce que j'ai vu aussi cette semaine, c'est que Nicolas Roche, l'ancien coureur il y a que très peu d'années, de 2021, a publié un post sur Instagram. Il faisait un bilan quand même assez triste, lui, à son époque, c'est-à-dire il y a seulement quelques années. Les descentes servaient vraiment à se reposer, se réhydrater, s'alimenter. Et les courses se jouaient essentiellement dans les cols ou dans des parties où la puissance physique faisait vraiment la différence. Ce qu'on voit maintenant, c'est que l'écart est tellement serré parmi les coureurs qu'ils profitent de chaque zone dangereuse pour pouvoir créer des écarts, que ce soit les descentes, les centres-villes. Bon, on ne va pas parler des zones de ravitaillement, mais vraiment, là où c'était des moments de temps mort pour le peloton anciennement, maintenant les équipes essaient de dynamiter les courses pour créer des écarts à ces endroits-là. Ça peut faire partie des raisons de toutes ces chutes. Il commente aussi se propose que les freins fonctionnent tellement fort maintenant et les vélos sont tellement réactifs que lorsque dans les descentes, les coureurs freinent un peu trop fort, ça peut surprendre les autres et aussi créer des mouvements dans le peloton, ce qui est totalement logique. Et la réactivité des vélos aussi ne permettent aucune seconde d'inattention, car clairement, si on fait une erreur, là où le cadre pouvait se déformer et l'ensemble pouvait travailler dans le passé, maintenant, on fait directement un écart de 2 mètres parce que tout est rigide et tout répond à la seconde. J'ai lu aussi dans le post de Nicolas Roche quelque chose que je n'avais pas vu venir, mais c'est vrai que je constate, inconsciemment évidemment, c'est que la présence de caféine dans absolument tous les gels, plus une majorité de boissons, plus globalement dans l'alimentation des coureurs, peut créer aussi davantage de tension dans le peloton. Bon, c'est vrai que si on y réfléchit, ça peut être vraiment une des causes, en plus des oreillettes, des aménagements urbains faits pour ralentir les voitures alors que les coureurs vont de plus en plus vite, et globalement la vitesse. Quand on parle de vitesse également, on peut dire que ce début d'année est plutôt rapide avec des records sur quasiment toutes les classiques. Pour vous faire un débrief rapide, sur Milan-San Remo, on a eu 46 km/h de moyenne. C'est un record. Tour des Flandres, 44,5 km/h de moyenne. Kurn-Bruxelles-Kurn, 45,15 km/h de moyenne. Sur l'Omloop Eidnesblad, 44,7 et sur le récent Paris-Roubaix, 47,8 km/h de moyenne. Tout ça, ce sont des records
jamais établi encore auparavant par le peloton. C'est juste dingue. Bon, sur Paris-Roubaix, il y avait légèrement vent de dos, mais c'est pas grave. C'est quand même 1 km/h de plus que l'an dernier, ce qui est quand même monstrueux. Le peloton n'a jamais roulé aussi vite et ça fait partie des raisons de ces chutes. On a vu sur Paris-Roubaix la polémique des chicanes demandée par l'association, le syndicat des coureurs, juste quelques jours avant la course. Et qu'est-ce qu'on a le bilan de ces chicanes? Il a été quoi pendant la course? Finalement, donc le peloton est arrivé sur ces chicanes. Moi, il était quand même assez rétréci, donc tout s'est bien passé et il n'y a pas eu de chute à cet endroit-là. Bon, par contre, sur Paris-Roubaix, on a vu bien avant une chute dans le centre-ville d'un village causée par un coureur qui a tapé une voiture sur le bas-côté. Ça, finalement, on ne pourra jamais l'enlever. Donc si on doit faire le bilan de ces chutes de ces débuts d'année, on ne peut pas en vouloir aux coureurs d'essayer d'aller de plus en plus vite et d'essayer de trouver des solutions pour s'extirper d'un peloton qui va toujours plus vite avec un niveau de plus en plus homogène. On ne peut pas en vouloir non plus aux organisateurs qui essaient de trouver des parcours de plus en plus originaux et spectaculaires. Et on ne peut pas non plus en vouloir aux syndicats des coureurs d'essayer de chercher des solutions pour garantir la sécurité des coureurs. On ne va pas revenir aux pneus en 23 avec des freins à patins qui ne freinent absolument pas sous la pluie. L'évolution technique est une bonne chose. La rapidité des coureurs, il est compliqué de leur dire de ralentir ou de ne plus attaquer dans des endroits où ils sont plus forts, où ils peuvent créer des différences. C'est un ensemble qui crée ces chutes et qui est quand même assez dérangeant et assez problématique en ce moment. Parmi les études et les idées potentielles pour ralentir le peloton, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai lu que certaines personnes voulaient limiter les braquets pour limiter la vitesse des coureurs. On a vu encore sur Paris-Roubaix des braquets énormes utilisés. Est-ce que pour vous, ça serait une bonne solution? Est-ce que vous avez des idées à proposer justement pour limiter la vitesse des coureurs? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. La limitation des braquets, moi je n'y crois pas vraiment, mais bon, ça peut être effectivement une solution. On passe maintenant aux actualités et aux nouveautés. Dans les nouveautés cette semaine, c'est Canyon qui sort le Speedmax CF, leur vélo de contre-la-montre et de triathlon, avec notamment un nouveau guidon, nouveau combo guidon prolongateur, le CP0041, avec les prolongateurs réglables au niveau de l'orientation, qui permettent une orientation de 15 degrés. Ça, c'est quand même pas mal, ça évite de changer les cales sous les prolongateurs. C'est assez agréable d'avoir cette possibilité, on avait déjà vu ça sur les looks de chrono. Et c'est un vélo qui sort en version CF, donc légèrement en dessous au niveau du prix du CFR, avec un groupe 65 mécanique, soit en SRAM Rival AXS, avec les prolongateurs zip directement. Donc c'est pas mal, ça fait un vélo de contre-la-montre à prix contenu. Bon, on est quand même sur un beau vélo. On a vu aussi Campagnolo qui sort leur pédalier super au corps avec capteur de puissance. Voilà, enfin ils rattrapent leur retard. Un pédalier qui est toujours en carbone avec axe titane. Toujours la classe à l'italienne, toujours du très haut de gamme chez Campagnolo. Dans les actualités, on a vu chez Trek, sur l'équipe féminine Trek, qu'ils utilisaient sur Paris-Roubaix des monoplateaux SRAM entre 50 et 52. Ce qui est quand même assez conséquent. On a vu qu'ils utilisaient des roues un peu moins rigides qu'habituellement avec les Aeolus 49 et des roues qui sont aussi plus larges pour permettre de passer plus facilement du pneu de 30 et 32 mm. C'est du largeur interne de 25 mm sur ces jantes. On a vu aussi chez Canyon SRAM sur Paris-Roubaix les vélos équipés de pneus de 35 mm à l'avant, des pneus complètement de gravel. C'est encore une fois très large, on a passé un stade là. Dans les nouveautés cette semaine aussi, on a appris que Laurence Pitty, le coureur de la FDJ, aurait signé chez Bora pour l'année prochaine, à partir de 2025. L'officialisation se fera qu'à partir du 1er août, si l'information est confirmée. Normalement, ça devrait être bon. Et on a vu aussi, bien sûr, les stars de Paris-Roubaix cette semaine, avec les chèvres qui sont venues manger des petits brins d'herbe entre les pavés, notamment sur la trouée d'Arenberg. C'était pas mal. On passe maintenant aux résultats. Avec les résultats de la semaine dernière, c'était le Tour des Flandres avec un Mathieu Van Der Poel impérial qui est passé lui sur son vélo alors que la moitié du peloton, même les 3/4 du peloton étaient obligés de pousser le vélo tellement les pavés étaient glissants.
Chez les femmes, c'est Elisa Longo Borghini qui remporte la course, le Tour des Flandres. On a vu aussi le Tour du Pays Basque remporté par Juan Ayuso avec deux belles performances de nos Français, avec Romain Grégoire qui remporte le sprint de la 5e étape et aussi une victoire de Paul Lapera pour Décathlon AG2R, la mondiale. On retourne sur les pavés avec le Paris-Roubaix qui s'est couru ce week-end avec une deuxième victoire pour un deuxième monument cette saison pour Mathieu Van Der Poel, qui a été imparable et qui a surtout remporté la course avec une stratégie d'équipe parfaite. Avec Jasper Philipsen, son coéquipier, qui finit deuxième en réglant au sprint Mats Pedersen. On a vu aussi chez les femmes Lotte Kopecky qui remporte un sprint en petit comité. Donc voilà, c'était vraiment un dimanche et un week-end de champion du monde, car tous les deux ont gagné la course. Pour finir, on va passer à l'activité Strava et cette semaine, on va encourager Alexis qui était parti sur la baie du Mont-Saint-Michel pour faire un 160 km. À cause de la météo et de la fatigue, il a dû rentrer chez lui et faire seulement 82 km. Donc courage Alexis, la prochaine fois, ça sera pour toi les 160 km. Voilà, c'était tout pour ce GCN Show numéro 191. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur GCN en français. Ciao, ciao!